dit mon invité d'aujourd'hui du bruit des majorités silencieuses. Il est l'un de nos comédiens les plus populaires. Il arpente toute la France pour présenter son 5e seul en scène 50-50. À coup sûr, vous en entendrez parler. Bonjour Franck Dubosc. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce que vous entendez vous en ce moment? Quel bruit est-ce que vous entendez? J'entends un bruit que j'entends depuis un bon moment parce que moi j'ai des gens autour de moi, j'ai une famille qui vient d'un milieu démuni, qui est démuni, tout simplement, qui vient peut-être pas d'ailleurs d'un fameux, à l'époque c'est différent. J'ai une famille, j'ai une sœur, j'ai une maman, qui crie déjà depuis longtemps, qui me crie dans l'oreille déjà depuis longtemps, et qui m'explique parfois en ayant l'impression que je ne peux pas comprendre. Donc j'entends le même discours aujourd'hui, mais là, multiplié par un nombre de Français incroyable. Donc j'entends des gens qui souffrent, ça c'est facile à dire, on le sait, et je commence à entendre de la haine. Qu'est-ce qu'ils représentent en réalité? Qu'est-ce qu'ils sont, ces gilets jaunes, pour vous qui avez pris position, effectivement, en leur faveur? Oui, alors j'ai pris position pour les gens qui souffrent. J'ai dit, alors, les gilets jaunes en sont une partie, bien sûr, mais il y a aussi les gens qui souffrent, qui ne sont pas descendus dans la rue, par peur, par manque de temps, j'en sais rien. Et j'ai pris position. En fait, j'ai dit, on vous comprend, on peut essayer de trouver des solutions, c'est dur. Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas le gouvernement, je ne suis qu'un artiste. Maintenant, les gens ont confiance aux artistes. Coluche a ouvert la brèche et leur a dit, on va faire quelque chose. C'est difficile, hein, faut avoir des sacrés bras pour porter ça. Alors maintenant, dire aux gens vous savez, c'est comme quand quelqu'un est malade en face de vous, vous demande une solution pour l'aider. Et vous êtes en face, et si vous lui dites quelque chose, si vous lui répondez que vous n'avez pas de solution tout de suite, la personne dit, alors, tu ne comprends pas. Si on peut comprendre, même quand on n'est pas dans la situation, moi je suis un vrai privilégié. Vous n'avez pour autant jamais oublié d'où vous veniez? Non. Mais je vais vous dire, j'ai jamais oublié d'où je venais, et puis je pense, j'aime à croire que si je venais d'un milieu plus favorisé, je comprendrais quand même aussi. À quoi elle ressemblait votre famille? Qui étaient vos parents? Mon père, il était déclarant en douane, c'est-à-dire travaillait sur le port à Rouen jusqu'à l'âge de 52 ans. Je crois qu'il a été au chômage après, pendant jusqu'à sa retraite. C'est ce qui était horrible pour lui d'ailleurs, d'avoir été au chômage avant sa retraite. Donc j'ai vu un homme diminuer. Il a été à l'époque à ce qu'on appelait au RMI. Alors il se demandait pourquoi, lui qui avait commencé à travailler à 14 ans. Donc j'ai vu quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui se lève, qui a un petit cahier pour écrire tout ce qu'il fait dans la journée, tout qui il voit, quelqu'un qui entend les autres dire regarde le feignant de Dubosc. C'est terrible ça, parce que on pense à la situation de la personne chômeur ou qui n'a pas peu d'argent, mais c'est aussi le regard des autres qui est difficile. Et puis après, ma maman était donc employée de mairie. Et voilà, donc des gens simples, des Français moyens. Et donc voilà, où on se... En fait, je n'ai jamais senti qu'on se serrait la ceinture, parce qu'ils se la serraient eux, pour que nous, on puisse l'ouvrir, la ceinture, et être à l'aise, ma sœur et moi. Ces origines populaires, vous n'avez pas toujours été très à l'aise avec... Non, j'ai eu... Alors, le mot est fort. J'ai eu honte. Mais le mot n'est pas fort. J'ai eu honte parce que je regardais la télévision. Alors je voyais des gens avec des paillettes, je voyais des chanteurs, je voyais des acteurs, je voyais tous les films. C'était des films dans des beaux immeubles à Paris. Moi je me souviens, on avait des amis, les riches, c'était des amis de Sarcelles, et c'était nos amis riches. Et ils allaient au sport d'hiver une fois tous les 2 ans. Ils allaient au sport d'hiver, mais nous on n'allait pas au sport d'hiver. Ils faisaient du cheval. Il y avait tout ça. Et moi, j'habitais la rive gauche de Rouen, à Grand-Quevilly, et rien que la rive droite me satisfaisait. Les beaux immeubles. D'aller rive droite, ça me rendait heureux. C'est un visage de vous que les auditeurs connaissent assez peu et qui me semble assez important d'interroger, particulièrement aujourd'hui. Quand est-ce que vous vous êtes réconcilié, en réalité, avec ce milieu? Est-ce que je me suis réconcilié? Quand est-ce que je n'ai plus eu honte? Assez vite, en fait. Assez vite, quand trop tard, de toute façon, parce que déjà le fait d'avoir pensé ça me rend honteux face à moi-même. J'ai honte de moi maintenant. Je pense que je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent, pour moi, c'était pas tant que ça non plus, hein. C'était moins qu'aujourd'hui, pour le coup. Quand j'ai commencé, je vais vous dire, c'est mon père qui me faisait ma feuille d'impôt. Et puis un jour, je me suis dit,
pourtant c'était pas énorme à l'époque, hein, mais je me suis dit, je ne peux plus lui donner ma feuille d'impôt parce que c'est plus que lui. Je ne veux pas que mon père ajoute des chiffres qui sont plus importants que les siens. Donc à partir de là, j'ai arrêté et je me suis dit, mais Franck, tu te rends compte que maintenant tu gagnes plus d'argent que ton père. Tu as fait dans ta vie plus de choses qu'il n'aura l'occasion de faire déjà. Et j'avais 18 ans, peut-être 20 ans, 21 ans peut-être. Et être privilégié, être favorisé, ça vous donne une responsabilité, justement? Face à eux, oui. Face à eux. Alors face à la France, j'en sais rien. Oui, on aurait envie de dire oui, mais c'est très démago de dire ça. Face à eux, oui. Maintenant, j'ai plus que ma mère et ma sœur. Oui, bien évidemment. J'avais encore ma mère au téléphone avant-hier qui m'ont parlé de soucis financiers. Je lui ai dit, toi, tu as de la chance. Je suis là, maman. Mais le fait que je sois là est pas un réconfort aussi important pour elle parce qu'elle veut s'en sortir seule. N'empêche, c'est quand même assez intéressant parce que cette part d'engagement qui est liée aussi à votre histoire personnelle, elle est absente de votre spectacle. Le politique, oui. Le social. Quel sujet est-ce que c'est pour l'humoriste que vous êtes? Alors, moi, j'ai du mal à m'autoriser sur scène. Alors, de temps en temps, je lance une petite phrase, une petite chose, mais j'ai du mal à m'autoriser. Toujours outrancière, évidemment. Oui, toujours. Mais j'ai du mal à donner mon avis. À donner mon avis parce que, par peur de me tromper. Et dans la salle, les salles sont grandes, il y a beaucoup de gens, et chacun n'a pas le même avis. Oui. Parce que, par chance, j'ai un public très large. J'ai des gens qui sont aisés, j'ai des gens qui ne le sont pas, en majorité. J'ai plutôt des gens qui ne sont pas aisés. Mais les gens n'ont pas tous le même avis, et je ne voudrais pas leur donner le mien et qu'ils pensent que j'ai raison. Alors du coup, ce que vous avez fait, Franck Dubosc, c'est que vous avez construit ce personnage de quinca, dragueur, un peu misogyne, un peu raciste, qui fait pas dans la dentelle, et qui semble assez loin, en réalité, très de loin. celui que vous êtes. Qui est très oui, matin. Bien sûr. Non, mais il est très loin. Mais en prenant un personnage qui est loin de moi, ça me permet de le décrire plus facilement. On se décrit mal soi-même. Moi, si vous me demandez de me décrire moi, de jouer moi, je vais avoir un mal fou à me jouer moi. Je sais pas, je connais pas mes défauts, je les connais, mais je connais pas mes qualités. Et en revanche, si je dois faire un personnage que je ne connais pas, mais que j'imagine, que je vois, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Vous est-il arrivé de penser qu'il y avait un malentendu sur Franck Dubosc? Il m'est pas arrivé de le penser, je l'ai vu le malentendu. Alors, ça a été je me suis fabriqué un emploi. Bon, oui, ça a dépassé. Mais je me souviens, mais même sur le côté dragueur, je me souviens dans certaines émissions, j'arrivais, on me disait, tu veux que je te mette une belle fille à côté de toi pour la draguer? Je dis, mais non, vous avez rien compris. Et même au début, quand j'ai commencé avec mes producteurs de scène, on se disait, est-ce qu'on interviewe, les gens vont interviewer Franck Dubosc ou le personnage? Mais comment il est né, ce personnage d'infidèle, arrogant, sûr de lui, vantard, antipathique, vulgaire? Il est né de mon observation de plein de choses. Peut-être alors de certains de mes travers que j'avais envie d'écraser ou j'avais peut-être envie de me donner une petite gifle à moi-même. Donc je les ai sortis, c'est comme une thérapie. Et puis il est venu sur la base de l'écriture, je vais vous dire, il est venu, on faisait des stand-up. Désolé pour tous ceux qui amènent le stand-up aujourd'hui, mais il y a très longtemps, on était dans des bars avec des copains, avec Guillaume Canet, avec Arnaud Lemort, Philippe Lefebvre, des copains qui continuent maintenant à travailler. Bon. Et puis on écrivait, et avec Guillaume, on avait toute la bande, il avait un personnage, il avait 20 ans, puis un jeune amoureux, un jeune dragueur amoureux. Et puis quand Guillaume a arrêté et s'est dirigé plus vers le cinéma, moi j'ai repris certains des textes et j'ai repris son personnage, avait 10 ans de plus. Et le jeune homme amoureux devenait sacrément ringard avec 10 ans de plus. Et voilà, puis c'est parti comme ça, puis j'ai trouvé que ça faisait bien rire de me moquer de moi. Puis j'avais pas un physique, enfin dans ma tête, j'avais pas un physique d'humoriste. Pour moi, j'étais le jeune beau pour le cinéma, mais pas si beau que ça, sans charme. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour me moquer de moi, et voilà, je suis parti là-dessus, en fait. Vous savez qu'il y en a une qui est pas belle, enfin qui est belle, mais qui a pas beaucoup de charme dans cette émission. C'est évidemment la culture et son actualité qui lâche. Et Franck Dubosc, invité de Boomerang ce matin. Franck Dubosc, je vous voyais réagir à la disparition de Maria Pacôme. Oui, ça fait partie de ces actrices. Moi, ça me touche toujours parce que c'est une actrice populaire, rigolote, et quand on écoute justement ce monologue de la crise qu'elle a, il est tellement bourré de tendresse et on sent l'actrice tout court. Oui. Dans ce monologue. Non, c'est une grande actrice, mais qui, je pense, est restée, alors comment elle l'a vécu, je la connais, j'ai jamais rencontrée, qui est restée une actrice
j'allais dire populaire, c'est pas un défaut, mais rigolote, uniquement rigolote. Elle n'a pas eu, on l'a pas montée, elle n'a pas eu la carte, comme on dit aujourd'hui. Vous savez, cette actrice, alors qu'on l'aime tous, hein, on a tous. Quand est-ce que vous avez su, vous, que vous vouliez faire ce métier? Vous vous souvenez? J'ai su ça assez tôt en fait. Je me souviens, je passais mon bac et puis un copain nous avait dit, je me suis inscrit au conservatoire de Rouen, il y a plein de nanas, c'est super sympa, venez. Alors là, pour l'instant, je voulais pas en faire mon métier, je voulais juste en faire un petit passage. Et pourquoi? Parce que vous aimiez faire rire? J'aimais, non, je faisais pas rire encore à l'époque. Enfin, je pas vraiment quoi. J'ai essayé très vite, mais je faisais toujours pas rire parce que faire rire n'est pas venu avec l'envie. Hein. C'est l'envie de faire rire est venue avant d'y arriver. Mais et puis je suis rentré au conservatoire à Rouen. Donc quand j'ai passé le concours, rien que le fait de passer le concours, d'apprendre des textes, tout à coup j'ai été obligé. On m'a offert, alors j'ai eu un Noël où on m'a offert tout Molière. Je vais vous dire que dans les cadeaux que j'avais l'habitude d'avoir, c'était pas Molière. Hein. C'était pas. J'avais un vélo, des choses. Et là, j'ai eu tout Molière. Et dans une belle édition, avec des pages fines de papier de cigarette et tout. Et à l'époque, je me suis dit, merde, quel cadeau à la con. Et j'ai commencé à l'ouvrir, j'ai commencé à lire, et là, j'ai adoré. Et puis, je me suis pas dit que j'allais en faire un métier, mais je me suis dit que ça me plaisait bien d'essayer de dire des textes comme ça. Et il y a eu l'envie de se faire remarquer aussi. Ah oui, oui, la première envie, c'était de se faire remarquer. Oui, oui. L'envie d'être acteur, il y a eu deux choses. Il y a eu l'envie d'être connu, l'envie de se faire remarquer, l'envie de gagner de l'argent. Oui. Pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui avait une belle voiture, qui allait au sport d'hiver, et puis et qui avait un bel appartement ou une maison. Et donc il y avait cette envie-là, qui n'était pas une envie d'être acteur, qui était une envie de plein d'autres choses. J'aurais pu être gangster ou autre pour avoir tout ça. Et mais j'avais pas le courage. Et et puis tout à coup, l'envie d'être acteur, elle est venue après. Elle est venue, je pense, beaucoup plus tard. Elle est venue beaucoup plus tard quand j'ai commencé à faire rire et que tout à coup on m'a dit ah j'aime ce que tu fais. Et là j'ai dit c'est ça que je veux. Je veux pas être connu. Je veux qu'on aime ce que je fais. Alors ça va passer par un côté pas connu. Ce qui est intéressant, c'est bien qu'on ait parlé de Maria Pacôme, c'est que vous en êtes venu à incarner notamment grâce au film, je pense à Camping par exemple, un certain visage du cinéma populaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un acteur populaire? C'est toutes mes idoles. Moi, c'est Bourvil, c'est Fernandel, c'est même Ventura. C'était à ça que vous aspiriez? Oui, c'était ça. Quand j'ai commencé à vouloir être acteur, le moment où là, oui, c'était eux que je voulais être. C'est parce qu'il y a que eux que je connaissais. Et moi, c'était ceux que je voyais. C'est les acteurs que je voyais le dimanche soir. Au cinéma du dimanche soir,